Alors, troisième partie donc de cet échange de théorie. Voilà. Cette troisième partie, je l'ai intitulée Conscience, âme, esprit. Alors, j'ai commencé par un article dans Nexus, encore une fois, Nexus numéro 64. Le titre, c'est Matière et esprit, analyse d'une illusion. Alors, on va déjà poser des définitions. Ils posent des définitions dans Nexus, j'ai repris leurs définitions. Voilà, parce que de quoi on parle? Conscience, âme, esprit. Moi, j'avoue qu'en séance, âme, esprit, mental, je suis très floue là-dessus. Âme, esprit, c'est quoi la différence entre âme et esprit? Vous connaissez, vous? Hein, tout ça. C'est des concepts, hein, on est d'accord. Hein, c'est des mots qu'on pose et c'est des concepts. Bon. Alors là, bon, eux, ils ont défini déjà le vocabulaire qu'ils allaient utiliser en fonction de leur recherche, hein, bien sûr. Donc, les définitions proposées. Ils disent voilà les définitions qu'on propose. Alors, conscience. C'est le lieu de connaissance de tous les phénomènes extérieurs via l'essence et intérieurs via l'activité mentale. C'est le principe de la dualité dans la distinction sujet-objet. Ça, c'est la définition qu'ils ont retenue de la conscience parmi toutes leurs recherches. J'ai fait un gros travail de recherche. Définition de l'âme, c'est le principe spirituel de l'homme. L'âme existe en soi. Définition de l'esprit, c'est un principe immatériel, sans frontières, sans limites. Conscience au pluriel et âme au pluriel y participent. C'est le principe de l'unicité s'exprimant à travers la présence éveillée. Donc effectivement, âme et esprit, vu comme ça n'a rien à voir. L'esprit étant, de ce que je comprends, la totalité. Ils définissent Dieu aussi, Dieu, ils donnent une définition de Dieu, eh bien c'est un principe immatériel, transcendant et créateur, représentant la nature absolue des êtres. C'est la définition qu'ils retiennent pour pouvoir faire leur article, en fait, à partir de toutes leurs recherches. Alors, ils sont intéressés aux deux grands courants de l'histoire de l'humanité, on va dire, deux grands courants philosophiques, le courant éternaliste et le courant matérialiste. Le matérialisme et l'éternalisme, qui sont toujours d'actualité, en fait. Pour l'éternalisme, l'âme, elle existe en soi. Pour le matérialisme, l'esprit, c'est une activité mentale et c'est la propriété du cerveau et donc du corps. On retrouve toujours les deux courants. Hein. Aujourd'hui, d'actualité, on voit bien ce qui se passe dans cette société. On est toujours dans cette dualité, hein, ces deux courants de pensée qui cohabitent, on va dire. Alors, il y a des... J'ai pas tout repris de l'article parce qu'en fait, il y a plusieurs courants d'éternalisme, plusieurs courants enfin, il y a plein de subtilités. Moi, je vais garder les deux grands traits. Hein. Je ne vais pas aller dans les subtilités. L'éternalisme détermine, donc le principe de l'éternalisme. L'éternalisme considère que l'âme habite le corps, qui en est la gangue. Et donc l'âme va imprégner le corps en tout ou partie. Pour certains, un seul être peut posséder plusieurs âmes. Ça, nous, on le sait quand on travaille. On a le cas, souvent. Régis Dutheil, dont je vous ai parlé hier, dans son bouquin « L'homme super lumineux », il cite un cas dans ses recherches. Il a fait beaucoup de recherches, il est allé chercher beaucoup d'informations, comme je vous l'ai dit hier, et il a retenu un cas qu'il peut, avec l'esprit scientifique, avec certitude, retenir comme étant crédible, un cas de corps habité par deux âmes. Ou de conscience, il va dire plutôt. Hein, il va plutôt parler de conscience. Donc effectivement, âme, conscience, bon. L'âme et le corps sont donc vus comme séparés, l'un de principe spirituel, l'autre matériel. L'âme est associée à l'idée d'un moi éternel, alors que le corps est un mien périssable. Le moi et le mien.
l'âme, par le truchement du corps, devient consciente. À un moment de l'incarnation, on passe dans effectivement la conscience. Et d'où les philosophies de j'expérimente par l'incarnation la conscience de soi. Voilà. Alors, si on fait un parallèle avec les expériences de mort imminente, il y a des personnes qui vont décrire précisément ce qui s'est passé autour d'elles, alors que leur électroencéphalogramme est plat. Le champ de perception, c'est donc délocalisé. On en a les preuves. Ça, j'en parlerai à la fin parce que je vais vous citer un autre truc. Les facultés sensorielles et les perceptions sont passées donc hors du corps. C'est pareil pour les gens qui font des sorties de corps par de la méditation ou du rêve lucide. Donc les travaux et les constats de différents professionnels, soit neuroscientifiques, biologistes, médecins et psychologues, il y en a quand même plusieurs qui ont constaté des choses assez étranges, bien ces différents travaux et constats ont révélé que la conscience n'est pas le produit du cerveau. Comment une âme éternelle et existante en soi peut donc être en même temps douée de perception? Ça, c'est une question vachement subtile quand même. Cela implique qu'elle soit sujette au changement, et si elle est sujette au changement, eh bien, elle n'existe pas en soi. Parce que exister en soi, c'est la permanence, et le changement, c'est l'impermanence. Donc, il y a déjà une question assez subtile là-dedans, dans ce courant éternaliste. Le courant, maintenant, la posture matérialiste. Le matérialisme, c'est la conscience qui émerge de la matière. Et donc la conscience, pour les matérialistes, elle périt avec le corps, au moment de la mort. Pour une certaine science prétendue, entre guillemets, moderne, parce qu'il parle de la science, entre guillemets, moderne, moi j'ai rajouté prétendue, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire moderne, en l'occurrence. Quand tu ne veux pas t'ouvrir à des études et des expériences qui sont présentes, je veux dire actuelles, tu n'es pas moderne, tu es arriéré, entre guillemets, donc j'ai mis entre guillemets moderne. La conscience est la propriété du cerveau. Pour certains, ce que mesure cette science, ce sont des objets mentaux correspondant au fonctionnement biochimique du cerveau et non la conscience qui les connaît. Elle ne distingue qu'un seul phénomène ou activité mentale et conscience, elle ne distingue qu'un seul phénomène où activité mentale et conscience sont confondues. Pour les matérialistes, c'est ça, c'est conscience, activité mentale, c'est la même chose. Ta conscience, c'est ton intellect. Voilà. C'est la différence avec le bouddhisme, par exemple, qui décrit l'objet connu et le sujet qui connaît. Pourtant, les neurosciences reconnaissent qu'à l'heure actuelle, donc, personne ne sait comment un rassemblement complexe de neurones peut être conscient de lui-même. C'est ce qui fait qu'il y a une différence entre un être animé et une machine. Ainsi, voilà, il y a quelque chose de plus. Nous ne sommes pas des machines. Pour les matérialistes, donc l'arrêt de l'activité électrique du cerveau, c'est synonyme d'abolition de conscience. Et ceci, c'est contrecarré aujourd'hui, notamment par l'expérience d'Alexander, Eben Alexander, le bouquin que j'ai apporté, là, La preuve du paradis. J'en reparler plus tard. Qui lui a fait vraiment une étude, enfin il y a un cas réel qui atteste que c'est pas dans le cerveau. Ça ne peut pas l'être. Autre postulat, l'esprit crée la matière. Ça va encore voilà, c'est encore quelque chose qui est un peu qui amène, qui est en lien avec ces postures matérialistes et éternalistes. Comment l'esprit, qui est non substantiel, bien sûr, peut-il créer la matière qui, elle, est substantielle? La question qu'on va se poser, c'est la matière est-elle vraiment substantielle? Et on va revenir là à la physique quantique, enfin à ce qu'on comprend de la matière. La matière reste cependant insaisissable. Donc les particules élémentaires qui constituent la matière, donc, le fondement de cette matière, il y a un temps où on pensait que en dessous des atomes il n'y avait rien, et puis en fait on s'aperçoit qu'à chaque fois il y a des particules de plus en plus fines, de plus en plus petites. Donc ce sont ces particules élémentaires qui constituent le fondement de la matière.
Alors là, ils font une différence, bon, c'est un peu subtil. Donc, les objets particuliers. Alors, qu'est-ce qu'un objet particulier? Il y a l'objet conceptuel, la table. Quand je dis la table, c'est un concept de table. On va chacun, dans notre tête, construire une sorte d'hologramme représentant une table. Quand je dis cette table, on va regarder et construire l'hologramme de cette table-ci. Donc ça, c'est un objet particulier. Donc, cette table, qui est un objet particulier, c'est un assemblage de parties. Et ces assemblages de parties sont perpétuellement fluctuants. Donc, on a l'impression que la table est immobile, immuable, mais en fait, ça bouge. Toutes les parties qui la constituent, qui la composent, ça crée un assemblage. Ces assemblages sont perpétuellement fluctuants. Là, ils font un parallèle avec l'enseignement du Christ et du Bouddha. Tout ce qui existe est en interdépendance, tout est imbriqué, et tout composé est impermanent, de par la mort, la destruction, et de par le changement constant, comme le vieillissement. Comme la table, alors, elle vieillit peut-être plus ou moins vite que nous, et encore, c'est pas sûr, mais rien qu'un objet vieillit. Il y a une altération, une modification, et nous encore plus. Enfin, nous, ça se voit encore plus. Tous les phénomènes donc sont vides, dit le Bouddha. Qui suis-je? Donc, suis-je plus mon cerveau que ma main droite ou mon oreille gauche? Comme moi je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas plus votre petit doigt de la main droite que votre cerveau. Non. Qu'est-ce qui vous définit? Qui êtes-vous? Nous sommes ce tout. Non. Et ce tout est tout le temps en mouvement, en fait, comme l'océan et les vagues. Voilà. Le tout est-il donc une somme des parties qui me constituent? Mon identité est-elle présente dans ma main droite, caractéristique de qui je suis? Suis-je plus ou moins moi enfant ou moi âgé? Suis-je toujours moi aujourd'hui comparativement à ma naissance? Et c'est pareil avec le soi. Le soi, c'est l'ensemble des sensations, des perceptions, des émotions et des pensées qui sont toujours en mouvement. On évolue en permanence, évidemment. C'est un principe fondamental de physique quantique. On ne peut pas mesurer de manière simultanée, c'est ce que je vous disais hier, la position et la vitesse d'une particule dans l'espace. C'est le principe d'indétermination de Heisenberg. Qui suis-je? Je suis un être toujours en mouvement. Comment je peux me déterminer? Comment je peux me définir? Sachant que la minute d'après, je ne vais peut-être pas avoir la même perception, les mêmes sensations, les mêmes ressentis. Et donc j'ai déjà évolué et je suis tout le temps en permanence, perpétuel mouvement. Et si les objets n'existent pas en eux-mêmes, les particules élémentaires qui les constituent sont-elles, elles, bien réelles? Alors les particules élémentaires, donc c'est une particule de matière qui est insécable. On l'appelle élémentaire parce qu'on ne peut plus aller plus loin. On ne peut plus la séparer. Dans le passé, donc les atomes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils étaient considérés comme insécables, et puis on découvre la division de l'atome, et on comprend sa composition, un noyau et des électrons. Donc un noyau, des électrons, puis entre le noyau et les électrons, du vide. Voilà. Et puis on découvre que le noyau, lui, pareil, la chasse a repris, donc n'est pas plus insécable, mais il est composé de protons et de neutrons. Et ensuite, on va découvrir avec les accélérateurs de particules que les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés de quarks. Électrons et quarks sont les nouvelles particules élémentaires. En mécanique quantique, la notion fondamentale qu'il existe une dualité, il y a une notion fondamentale, qu'il existe une dualité entre l'onde et la particule. Les particules ont donc simultanément des propriétés d'onde et de particules. Une onde, c'est quoi? C'est une vibration. C'est avec ça qu'on travaille beaucoup. C'est une vibration qui se propage dans l'espace et qui transporte donc de l'énergie, mais pas de matière. Elle est donc non substantielle.
Établir donc la substantialité de la matière à partir de ses particules élémentaires, c'est un principe qui était relativement hasardeux, puisqu'il y a dans ces particules mêmes quelque chose qui n'est pas substantiel. Ça va? Bon. Dans la théorie du tout est esprit, il n'y a ni annihilation, ni réincarnation. Alors c'est une autre théorie, le tout est esprit. Donc dans cette théorie-là, il n'y a pas d'annihilation, il n'y a pas de réincarnation, mais il y a une continuité de la conscience avec une apparence de mort et de vie successive. Alors il y a un maître qui s'appelle, peut-être tu connais, ou peut-être Nastasia connaît, Ramana Maharshi. Voilà, je suis sûre que Boris allait connaître Ramana Maharshi. Donc visiblement qui est plutôt de ce courant de pensée. Il dit il n'y a pas de différence entre le rêve et l'état éveillé, si ce n'est que le rêve est court et que l'état de veille perdure. Voilà, comme s'il y avait voilà, pas de différence entre quand je rêve, quand je vis. Enfin, c'est quelque chose qui est une espèce d'impermanence comme ça. Il n'y a pas d'incarnation, il y a comme une conscience permanente qui évoluerait dans des sphères. C'est ce que je comprends, moi, en tout cas. Voir les vagues, voilà, le principe des vagues et de la mer. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, par leur dynamique, elles sont semblables à la mer et par leur nature, différentes de la mer par leur dynamique, pardon, mais identiques à elle par leur nature. L'esprit est le créateur de la matière dans cette donc philosophie, dans cette spiritualité. L'esprit est le créateur de la matière, elle en est la dynamique et elle n'existe pas en dehors de lui. L'esprit serait alors au-delà, ni existence, ni non-existence, ni aucun des deux, ni les deux à la fois. Voilà. Là, c'est un paradigme extrêmement compliqué pour notre cerveau. Ça, c'est ni l'un ni l'autre, bien au contraire, ni les deux à la fois, ni aucun des deux. Enfin, t'es dans un truc. Bon. Alors maintenant, on va parler du bouquin d'Alexander, là, La preuve du paradis. Enfin, on va parler, je vais rapidement vous parler de ce bouquin-là. Donc, Eben Alexander, neurochirurgien à Harvard, professeur, il a enseigné notamment à Harvard, et puis voilà. Et il a fait une méningite bactérienne spontanée, Escherichia coli, un truc catastrophique. C'est une maladie rare. Et il s'est retrouvé plongé dans le coma en état de mort cérébrale. Alors ils lui ont fait un traitement antibiotique avec des soins évidemment intensifs. Il est resté 6 jours dans le coma avec un taux de mortalité qui était évalué à l'époque à 97%. Il était autrement dit cliniquement mort à 97%. Le 7e jour, il s'est réveillé et il est devenu lucide, sans aucune explication rationnelle. À son réveil, il va témoigner de souvenirs précis, d'une nature suffisamment solide et richement interactive. Il se souviendra très précisément, il va décrire des choses très précises. Et comme il est neurochirurgien, il va récupérer toutes les données, parce qu'ils ont fait beaucoup d'examens évidemment pendant son coma. Il va effectivement constater que la partie de son cerveau, que le lui d'avant, c'est le texte que tu as lu hier, le mois d'avant, c'est cette partie-là, c'est-à-dire le neurochirurgien d'avant, il avait déjà entendu parler des expériences de mort imminente, mais comme la plupart de ses confrères, il considérait que c'est des élucubrations, des rêves et que ça correspond à cette zone du cerveau qui s'active tout seul. Sauf que là, il a pu constater sur ces machins, là, ces scans et non, je cherche le mot. Non, c'est pas ce que je cherche. IRM, je pense plutôt dans ces cas-là, non, c'est pas des IRM qu'on fait, des scanners. Enfin bref, des tas de trucs que la zone du cerveau en question, de toute façon, son cerveau était cramé à X%. Hein. Voilà, lui, il dit que la partie de son cerveau dont il avait appris dans sa formation médicale qu'elle était responsable de la création du monde dans lequel il vivait et se déplaçait, que c'était cette partie-là du cerveau qui traitait les informations sensorielles pour les transformer en un univers sensé, cette partie-là était totalement HS. Donc ça ne pouvait pas venir du cerveau. Ça, c'était sa grande découverte.
Dans cette expérience, elle lui a fait affirmer que la conscience n'est en aucun cas un pur produit du cerveau. Et si on remet en parallèle et en perspective avec ce que je vous ai expliqué hier sur les travaux d'Émile Pinel notamment, avec les cellules, les noyaux cellulaires et le champ H3, on comprend qu'il y a des choses qui... Voilà, c'est pas dans le cerveau. Alors certes, c'est des cellules neuronales, voilà, on en parle... On sait que les cellules neuronales ont des particularités par rapport aux autres, mais Pinel, lui, il s'intéresse au champ et il dit, bah voilà, c'est là-dedans. Et il va citer l'ouvrage, dans son bouquin, il cite un autre ouvrage qui s'appelle Irreducible Mind Toward a Psychology for the 21st Century, qui a été coécrit par la division des études sur la perception de l'Université de Virginie. Aux États-Unis, ils sont capables de faire des tas de recherches. Dans leurs universités, ils ont une latitude qu'on n'a pas en France. Quelqu'un qui fait de la psychologie, par exemple, c'est un docteur en psychologie et il est considéré comme un, entre guillemets, scientifique au même titre qu'un autre praticien. Chez nous, on est beaucoup plus élitiste. Donc, ils ont la possibilité de faire des études et des recherches assez intéressantes. En passant d'un domaine à l'autre, justement, ils arrivent à faire des ponts. Donc, ils ont prouvé que les phénomènes de perception extrasensorielle sont bien réels et qu'il est fondamental d'en comprendre leur nature pour saisir la réalité de notre existence. Dernier article, c'est un article que vous devez connaître, Dr Edward, je ne sais pas comment ça se prononce, Edward et Judith van den Bogaert. Ça vous parle, non? Ils ont écrit pas mal dans Néo Santé, enfin c'est des gens qui, je pense que vu leur nom, soit ils sont belges, soit ils sont néerlandais, enfin ça sonne flamand. Ils travaillent sur, pareil, ce type de... Ils sont médecins tous les deux, je pense. Et ils s'intéressent à la médecine quantique, etc. Donc ils ont écrit un bouquin sur un petit article, mémoire cellulaire et décodage biologique. Ils expliquent qu'en médecine allopathique, donc ce qu'on sait, ils ne traitent que des symptômes au moyen de médicaments et qui parfois n'empêchent pas une même pathologie de revenir. Donc ils expliquent qu'il appartient à chacun de se prendre en charge afin d'explorer les causes profondes de ce qu'exprime le corps lors de pathologies. Pour comprendre ça, ils disent qu'il est nécessaire de reconnaître l'intelligence infinie de nos cellules. On revient, donc on fait une boucle, on va reprendre plusieurs choses qu'on a exposées dans les deux précédentes parties et dans celle-ci. Donc il faut toujours faut se souvenir que les cellules donc, ont une intelligence. C'est eux qui ont d'abord écrit sur la biologie totale, enfin, c'est eux qui ont inspiré la biologie totale. Ah non, je pense pas. J'en sais pas. Je dirais que non. Si tu veux, là, moi je dirais que ceux qui ont inspiré la biologie totale, c'est des mecs comme Émile Pinel, typiquement. Alors je sais pas si ça a donné. De toute façon, je sais pas qui a pu inspirer. C'est pas une personne particulière, à mon sens, qui peut inspirer quelque chose. C'est tellement un courant, tu vois. Après, je pense pas que quelqu'un puisse s'attribuer le titre de dire c'est moi qui ai créé la biologie totale. Non, mais pas créé, mais écrit en tout cas. Un bouquin pour qui s'appelle Biologie totale. Non, qui a donné naissance après à ce qu'on appelle aujourd'hui en France en tout cas la biologie totale. Et je crois que c'est un mec justement. Je sais pas, de toute façon à mon avis ils en ont écrit des bouquins, ils sont assez connus, mais des bouquins t'en as plein, t'as le bouquin de Deepak Chopra, il est quand même pas récent celui-là, le corps quantique, il est exceptionnel, le mec il pose des trucs, et il date de je sais pas quand, il est pas tout jeune celui-là. C'est effectivement d'abord, on s'appuie, enfin c'est toujours les chercheurs qui vont donner des clés de compréhension. Alors il y a plusieurs façons de chercher bien sûr, mais c'est vrai que chaque fois qu'il y a des sortes de légitimité, on va dire par l'expérience, même simplement l'expérience, même si tu peux pas expliquer, tu observes et tu constates. Alors déjà c'est un constat. Ah bah tiens, lui il a guéri, comme l'histoire de Maggie ou je sais plus hier là dont je vous ai parlé, cette femme qui guérit toute seule d'un cancer de type 4 de l'utérus avec ses petites étoiles. Bah, c'est un constat.
C'est tout. Tu ne sais pas comment, pourquoi, tu peux peut-être pas tout expliquer, mais tu ne peux que constater. Tu vois, toutes ces recherches, tous ces témoignages, c'est une accumulation. Et c'est vrai que maintenant, avec le Internet, le transfert de données, d'informations et le partage de connaissances, plus on va partager la connaissance, plus la connaissance va s'enrichir de tout, des spiritualités diverses, des connaissances intuitives, immatérielles et matérielles. Donc, mais je ne suis pas capable de te dire si c'est eux qui ont écrit le bouquin, mais c'est possible, hein. C'est tout à fait possible. Alors, ils ont fait un petit article qu'ils ont publié sur leur page, ou leur blog plutôt, qui date aussi, pareil. Donc, ils expliquent que c'est nécessaire de reconnaître l'intelligence des cellules, une intelligence qui est infinie, pour être capable de les gérer et de les diriger. Chacune des cellules contient une intelligence, une mémoire, une conscience. Alors on retrouve Émile Pinel, on retrouve la psychogénéalogie, on trouve l'épigénétique. Comprendre que notre corps physique est composé d'atomes, de particules, de molécules et de cellules. Chaque cellule a son fonctionnement propre en interdépendance avec les autres, ça on le sait, on l'a rabâché déjà 15 fois, nécessitant certains apports pour fonctionner harmonieusement. Ils font une comparaison avec les rois. Et d'ici les rois que nous sommes, c'est un peu comme cette idée que nous sommes le maître de notre corps. Donc, si les rois que nous sommes n'apportent pas le bien-être nécessaire à nos sujets que sont nos cellules, l'ensemble du corps ne sera pas sain. Je rappelle qu'en énergétique chinoise, le cœur, on l'appelle l'empereur. Tu vois, ils ont toute une mythologie comme ça. On sait, nous, que le cœur, c'est lui qui donne la symphonie. C'est lui qui va, donc avec ses neurones, impulser une vibration à toutes les cellules. Donc, il y a effectivement comme une sorte de hiérarchie, entre guillemets, avec je dois protéger l'ensemble de mes sujets, et mes sujets sont là pour mon bien. Enfin, il y a une interdépendance comme ça. Les troubles affectant l'esprit en sont souvent à l'origine, en plus des toxines en tout genre. Pour parvenir à comprendre tout cela, il est nécessaire de comprendre que dans chacune de nos cellules vivent les mémoires des habitants de notre arbre généalogique. Ils sont beaucoup intéressés à ça. Et ces mémoires, elles interagissent avec nous. Certaines nous sont favorables, d'autres pas. Donc ça, c'est tout le travail qu'on fait quand on travaille en génogramme, en psychogénéalogie. Nous, enfin, il ne faut pas dire psychogénéalogie, parce qu'on ne fait pas de la psychogénéalogie, on fait de la kinésiogénéalogie, je peux quand même dire. Voilà, on travaille sur la généalogie, on est en plein dedans hein, quand on travaille avec ça. Parfois, des conflits apparaissent pour aboutir à une impasse, une impossibilité de changement vers la nouveauté. Ne pas entendre l'expression de nos ancêtres au cœur de nos cellules, c'est laisser le chaos s'installer. Chaque cellule porte en elle donc le génie de l'intelligence biologique. Dans nos gènes se trouve la mémoire des traits physiques et de caractère de nos ancêtres, leurs dons, leurs maladies, ainsi que la mémoire émotionnelle de leurs plus grandes joies, de leurs plus grandes peines et de leurs plus grandes peurs. Il est important de prendre conscience donc, que ces mémoires qui nous poussent à prendre certains types de décisions, attirées à nous d'innombrables situations de vie, sont soit porteuses, soit plombantes. D'où là, voilà, c'est pas un truc anecdotique. Hein. Ils expliquent que c'est comme des voix en fait. C'est comme un petit peuple qui habite dans notre corps et qui décide pour nous. Bah non, on va pas faire ça. On va faire ça. Et on va reproduire systématiquement certains schémas. D'où cette notion de libre arbitre. Hein. Parfois, moi je me suis entendu dire oh, mais ça n'existe pas le libre arbitre. Bah peut-être ça n'existe pas, mais c'est un idéal à viser quand même. Hein. Moins je me soumets à mes peurs et à mes croyances. Si je reprends la structure de mon cerveau, on va faire un parallèle et un lien avec mon cerveau limbique. Mais on peut faire aussi un parallèle, bien évidemment, ce cerveau limbique étant en lien avec ses mémoires transgénérationnelles et avec tout ce qui est épigénétique. Et plus on se libère non pas des réussites, les mémoires de réussite, ça nous sert, hein, c'est nos armes, hein, c'est notre valise magique, la valise positive, comme dit la nana Annie Tranvoué, là, dans ses bouquins sur les prénoms. Dans nos valises positives, il y a des choses qui sont positives, on ne va pas les jeter, mais en revanche, il y a des choses lourdes à désactiver, et ça change nos vies, on le sait, on le voit tous les jours quand on bosse. Hein.
Parfois, nous ne faisons que vivre la répétition de leur propre vie. Hein. Ça, voilà, les mêmes métiers, les mêmes drames, les mêmes réussites et les mêmes échecs. Alors, là, je vais mettre un tout petit bémol sur la notion de même métier parce qu'il y a aussi la prise en considération d'une société. C'est plus facile pour, en général, un fils de paysan de devenir paysan que de devenir, je sais pas moi, chef d'un parti politique ou j'en sais rien, ingénieur, je sais pas. Par contre, un fils d'ingénieur, c'est plus facile pour lui de devenir ingénieur que paysan, hein, parce que l'inverse c'est vrai. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas dans sa mémoire, alors effectivement, mémoire innée, du geste, de la connaissance, c'est toujours l'histoire de l'inné et l'acquis. On sait très bien, bah, c'est ce que je disais avec Zola qui a travaillé sur l'atavisme, il s'est intéressé à ça, à la reproduction de schémas, mais aussi dans les métiers. Je disais rapidement un truc sur Bernard Arnault, parce que Bernard Arnault, il a réussi et tout, et je me suis dit, mais c'était qui les parents de Bernard Arnault? Il est parti d'où Bernard Arnault pour réussir? Tu vois, il est parti de Jean Arnault, qui déjà était donc la grande bourgeoisie de la région de l'île-Roubaix. Donc il a eu une super éducation, donc il a eu les moyens de faire Polytechnique. Voilà, il est brillant, il a été brillant, mais aussi il avait les moyens de le faire. Bernard Arnault, on l'aurait pris, c'est l'expérience du film La vie est un long fleuve tranquille. Ce serait intéressant de faire des expériences comme ça, aller chercher un Bernard Arnault nourrisson, le coller chez des groseilles et mettre le petit groseille chez les Bernard Arnault et de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais les deux sont liés. Il y a de l'inné, il y a de l'acquis. On le sait parce qu'on bosse en mémoire cellulaire. On sait qu'il y a quelque chose qui reste, on ne peut pas le nier. Mais on ne peut pas nier non plus l'acquis. Hein. J'ai pas la même chance quand je n'ai entre guillemets la chance, parce que moi personnellement j'aimerais pas être Bernard Arnault, j'aimerais pas être obligée d'être chef d'entreprise. Bernard Arnault il n'a pas le choix, il peut pas dire moi je vais vivre en camion. Tu vois, lui non plus il n'a pas la liberté, il est obligé d'être un Bernard Arnault. Tu vois, que tu sois défavorisé ou favorisé, de toute façon, la question du déterminisme de ta vie va se poser de la même manière par rapport à ta loyauté familiale, par rapport à tes connaissances inconscientes et à partir de quoi tu pars. Qu'est-ce que dans ta mythologie familiale, c'est arriver à vivre et survivre? C'est quoi le schéma? Il n'y a pas plus, entre guillemets, d'une certaine façon, c'est pas plus chanceux d'être un Bernard Arnault d'une certaine manière que d'être un groseille. Tu vois, mais il y a quand même je veux dire, quand ils disent devenir la répétition des métiers, c'est tout simplement que quand tu es fils de menuisier, et souvent tu as bossé avec ton père jeune, tu as la maîtrise de l'outil, du métier, tu as une connaissance, une intelligence du geste, que quelqu'un qui a envie d'être menuisier, qui est depuis des générations, c'est des intellectuels, ça va peut-être être un peu plus difficile pour lui parce qu'il n'a pas la même gestuelle et puis il n'est pas dans le même moule. On répète souvent les mêmes métiers parce qu'on a cette culture sociale aussi. Hein. Beaucoup de nos choix de vie donc, sont motivés inconsciemment dans le but de réparer, de consoler, de prouver que ce qu'ils pensaient impossible peut devenir possible. Mouton noir ou mouton blanc, nous restons donc moutons. Et loin du concept idéal, vous connaissez Guylaine Lanctot. Ça vous parle, Guylaine Lanctot? Elle parle du concept de jument souveraine. Je ne suis ni mouton noir, ni mouton blanc. Je suis jument souveraine. C'est-à-dire, je n'obéis qu'à moi-même. Je ne réagis pas pour, je ne réagis pas contre. Je vais sur mon libre arbitre au maximum, au plus près de ma vérité. Jument souveraine. Guylaine Lanctot, tu trouves des vidéos d'elle, elle a écrit des bouquins, elle fait de la prison, Guylaine Lanctot. Elle était médecin, elle est canadienne, québécoise. Et puis elle a écrit un bouquin pour dénoncer la mafia pharmaceutique, je crois que ça doit s'appeler comme ça, son bouquin ou un truc comme ça.
Elle a fait de la prison non pas par rapport à ce bouquin, entre guillemets, pas de manière directe, mais parce qu'à un moment donné, elle a arrêté de payer ses impôts. Elle a dit, je paye plus d'impôts. Puis elle a plus de permis de conduire, elle conduit, elle a déchiré tous ses papiers. Elle dit, non, si t'es dans la peur, t'es pas libre. Elle a arrêté de payer des impôts, elle a arrêté d'avoir des papiers, elle continue de conduire. Elle a plus de papier d'identité, plus rien, puis elle le dit ouvertement, elle fait de la prison et tout, elle n'y a pas de problème. C'est bon, moi je veux bien aller en prison, c'est une expérience. C'est un phénomène, Guillaume Lanto, c'est un sacré phénomène. Tu regardes des petites vidéos d'elle, là. Donc ouais, parfois on a l'impression, tu regardes, je me souviens avoir lu un bouquin, j'ai lu un bouquin vachement intéressant dans les années 2000, fin 90, qui s'appelle Les classes moyennes à la dérive. C'est un bouquin de sociologie. Je me souviens plus du nom de l'auteur, j'ai pas la mémoire des noms, j'ai déjà la mémoire du titre, c'est un miracle. Je vous conseille de trouver ce petit bouquin, tout petit bouquin, Les classes moyennes à la dérive, écrit à la fin des années 90. J'avais acheté ce bouquin parce que j'avais entendu le gars interviewé à la radio et j'avais trouvé vachement intéressant. Et il expliquait qu'il avait été sidéré quand de croiser des ministres, un ministre qui avait lu, peut-être probablement un ministre de l'économie, j'en sais rien, peu importe le nom du gars à l'époque, qui avait lu son bouquin et donc il l'avait rencontré et le ministre lui avait dit mais il y a tant de pauvres que ça en France, fin des années 90. Et donc l'auteur, donc économiste sociologue, sociologue plutôt, lui a dit oui monsieur le ministre, il y a autant de pauvres que cela. La démolition des classes moyennes, elle a commencé en gros avec le faux choc pétrolier, la fausse crise de 1974, puisque vous savez que le prix du baril de pétrole, je sais pas, vous vous souvenez de vos cours d'histoire à l'école avec le choc pétrolier, la crise de 74, 75, enfin des trucs comme ça. Voilà, vous savez pendant combien de temps ça a augmenté le prix du baril de pétrole? Combien de temps ça a duré l'augmentation pour revenir au même prix, 48 heures? Et on nous balance une crise derrière. Mais c'est pareil, le prix du baril de pétrole, quand tu regardes, il est au même niveau que les années, je sais pas quoi, et nous on est à ça. C'est des crises artificielles. C'est volontaire. Oui. Pour les marchés, pour contrôler les gens. Si tu veux garder le pouvoir, t'as pas intérêt à avoir des classes supérieures qui pensent et qui ont du pouvoir et qui peuvent te renverser à un moment donné. Tu te souviens de la Révolution française, tu étais le vilain Isnegout qui voulait devenir calife à la place du calife, tu es devenu calife à la place du calife, tu veux pas qu'un autre grand vizir devienne calife à la place du calife. Donc tu retiens la mémoire. Les 30 Glorieuses ont été une parenthèse, une grande ascension donc des classes moyennes. Et à un moment donné, ça devenait trop puissant, va falloir que ça se calme. Donc là, de nouveau, il y a un fossé qui se crée, un effondrement vers le bas et une élévation vers le haut. Et donc, dans ce bouquin, il explique un truc que je trouvais très intéressant. Il a étudié c'est un sociologue, donc il a étudié la génération 70, les baby boomers et leurs enfants. Et il dit, dans la génération des enfants des baby-boomers, il y a un mouton noir, un mouton blanc. Il y en a un qui va prendre, alors je sais pas, toi tu as plein de frères et sœurs, moi j'ai un frère, mon homme il a un frère, et ses caractéristiques, nous on est entre guillemets le mouton noir, c'est-à-dire on est complètement, tu vois, on va prendre la tangente, mais on se construit contre. Alors sachant que mes parents ils sont quand même particuliers, ils sont pas dans le moule mes parents. C'est pas des gens super dans le moule, tu vois. Mais mon frère, lui, il a fait des études de droit. Moi, j'ai fait des études d'économie. Mais alors moi, après, j'ai fait du théâtre. Je suis partie complètement en live parce que dans mes études d'économie, il y avait une option improvisation théâtrale. Ça m'a plu à fond. Voilà, mais j'ai pas perdu mon temps en faisant mes études de marketing, de tout ça, quoi. J'ai appris beaucoup, moi, je m'en suis beaucoup servi. Mon frère donc a travaillé, donc d'abord il a été avocat, et il y a toute une histoire par rapport à la généalogie, par rapport au droit chez nous, la justice, etc. Donc il est devenu avocat, et puis la vie d'avocat c'est très dur, il bosse dans une banque maintenant, ressources humaines dans la banque, et moi entre-temps je suis devenue kinésiologue, tu vois, j'ai complètement quitté, ça fait 2 routes comme ça.
Mon conjoint, c'est pareil. Son frère, il réussit vachement bien, il gagne très bien sa vie dans le marketing, le conseil, etc. Et lui, il est jardinier. Tu vois, on vit tous les deux à la campagne, on vit ensemble à la campagne. Nos frères réciproques vivent à Paris, en région parisienne. Nous, on a quitté Paris à la région parisienne. Et dans le bouquin, quand j'ai lu le bouquin Les classes moyennes à la dérive, je me suis retrouvée avec mon frangin. Je me dis, purée, en fait, on a des cas pratiques. Il y en a un qui va rester, essayer de créer sa place dans la société, entre guillemets, avoir une place de respectabilité, de par cette mémoire de réussite de classe moyenne, d'ascension, et l'autre qui va faire dissidence et qui va éventuellement se retrouver dans une panade parfois assez conséquente. Et ça m'avait frappé. Donc ce fameux mouton noir, blanche, je vous conseille de lire Les classes moyennes à la dérive avec le recul des 20 ans. C'est intéressant. Voilà, conclusion. Il y a deux façons de se tromper, nous dit Søren Kierkegaard. L'une est de croire ce qui n'est pas, et l'autre est de refuser de croire ce qui est. Ma conclusion, c'est la suivante. Donc, notre pratique de kinésiologie libre, quantique, elle vient par l'écoute intérieure du corps, mettre de la lumière sur ce qui obscurcit nos vies, en éclairant notre route, pour devenir de plus en plus souverain de notre propre histoire. Cette prise de conscience conduit à la suivante, celle de concevoir l'univers lui-même comme un grand corps, dont chacun de nos corps fait partie, chacun de nos êtres. Tout comme le monde microscopique qui nous habite, les bactéries, les champignons, etc. Tout ce monde microscopique qui nous habite, en même temps est indépendant et fait partie du tout de notre corps. Sans les bactéries, sans les champignons, on n'existe pas, on est mort. Donc ils existent en eux-mêmes, voilà. C'est toujours cette espèce d'interdépendance, où commence la partie, où finit le tout, enfin bref. Sans lui, point de vie. Donc sans ce microbiote, ce microcosme, pardon, il n'y a pas de vie. Chacun d'entre nous interfère donc avec le tout de l'univers de la même façon. Le degré d'harmonie que nous devenons capables de... Ah oui, pardon, j'arrive pas à relire mes phrases. Le degré d'harmonie que nous devenons capables de créer en nous, en faisant toute cette recherche, cette exploration de nous, on va dire, j'aime pas trop le mot travail sur nous, mais exploration de nous, permet de nous faire vibrer à l'unisson avec l'harmonie de l'univers. Nous ressentons le lien nous unissant au vivant, car nous ne sommes qu'un seul et même corps vivant, les parties du tout, comme le sont les cellules de notre corps. À nous de cultiver chaque jour davantage cette unité dans l'amour et dans la lumière, et ceci nous conduit à une écologie spirituelle. Moi, depuis que je suis gosse, je dis que je suis écolo, mais que moi, c'est ma spiritualité. C'est pas une théorie pour moi, l'écologisme ou l'écologie. Pour moi, c'est une façon de vivre, une relation à la nature, et pour moi, c'est quelque chose de très très fort. C'est une spiritualité depuis que je suis gosse. Et j'ai compris, tu vois, en explorant tout ce parcours de kinésio, de ce monde-là, pour moi, c'est là où je n'ai plus de... Enfin, je suis en train de mettre beaucoup de distance avec les mouvements écolos. Parce que je ne me reconnais plus dans ces mouvements-là, qui parfois sont des mouvements dogmatiques, qui génèrent des peurs, qui continuent sur des croyances, qui ne lâchent pas le morceau, qui refusent d'ouvrir les volets, qui refusent de voir, d'explorer d'autres champs. Moi, je m'y reconnais plus. Et je trouve que, voilà, je me dis, moi, je suis partie de la troisième voie. Je suis ni là, ni là. Je comprends ça, je comprends ça, je suis OK avec ça de leur côté, je suis OK aussi avec eux par rapport à ça, mais moi, je suis encore ailleurs. Une espèce de troisième voie qui est en train de se créer, je pense, dans notre monde, qui est l'écologie spirituelle. Voilà. Bien, et ben j'en ai terminé.